Hello, bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos, mais aussi de tous les métiers créatifs. Je suis Elisa, je suis photographe, et sur ce format, j'aime beaucoup inviter d'autres créatifs afin de parler de sujets et de témoignages. Aujourd'hui, je suis avec Lucie, une amie photographe de mode qui a pas mal voyagé avant de réaliser son projet professionnel idéal. À travers son témoignage, on va exposer comment le voyage peut être un facteur clé dans une carrière professionnelle. Bonjour Lucie. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans, je suis photographe de mode et je viens d'arriver à Paris. D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un thème qui te parle, qui moi me parle un peu moins, mais du coup c'est pour ça que je t'ai invitée. On va parler du voyage, qui est une solution pour rester inspiré, pour continuer de créer dans les milieux artistiques. On va parler du fait que le voyage apporte beaucoup dans une démarche artistique ou démarche tout juste professionnelle. Et vu que toi, tu as voyagé en Australie, je dis que ton témoignage devait être super utile à écouter. Donc on va commencer par la première question. Comment t'es venue l'idée de voyager ? Genre, est-ce que c'était pour te retrouver ? Est-ce que il y avait un contexte ? Enfin voilà, pourquoi ? Alors moi, à la base, j'ai été quand même habituée à voyager avec mes parents. Et en fait, en décembre 2012, lors de la fin du monde, Ouais. on a fait un voyage pendant 1 mois avec mes parents en Nouvelle-Calédonie. Ok. Et sur la route, en fait, on s'est arrêté à Sydney. Ok. Et on avait 3 heures d'escale à l'aéroport. Et j'étais fascinée par ce pays. Et j'ai dit, j'irai là. Ouais. Et c'est sûr, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je me suis mis ça comme objectif de partir là-bas. Et en fait, c'est dur de prendre la décision de partir parce que généralement, les gens ils partent pour leurs études, etc. Ouais. Moi, c'était pas vraiment comme ça. Le contexte est un peu différent. Je me suis mise à faire de la photo. J'aimais bien. J'ai dit à mes parents, j'aimerais bien être une artiste. Et ils m'ont dit, bah non. Ah super, trop bien, génial. C'est ça. Et en fait, je me dis, tant pis. Au lieu d'être artiste photographe, du coup, j'aimerais être gendarme. Donc je suis partie faire des études de droit à Narbonne. Ok. Qui se sont très mal passées, que j'ai quand même fini parce que c'était la première fois que je partais loin de chez mes parents, donc j'habite vers Nantes et là c'était Narbonne, donc 800 km. Et en fait au bout d'une semaine, j'ai appelé mes parents. Rapide. Je n'ai rien à faire là, je veux faire des études dans la photo. Dans l'art, ouais. Et voilà. ils m'ont dit non. Alors, j'ai continué mes études et en fait, le projet de partir et de me retrouver, parce que du coup, ces années-là d'études qui ne m'intéressaient pas, parce que t'es restée dans le droit du coup. Ouais. Ok. Du coup, c'est sur 2 ans. Mais c'est considéré un peu comme une licence de droit. Ouais. Et du coup, c'est très dur de faire des études dans quelque chose que tu n'aimes pas, qui ne te passionne pas, ce genre de choses. Et en fait, j'ai nourri le projet toute seule de partir en Australie. Et en fait, j'ai juste cherché un travail. Donc, à l'époque, j'ai cherché fille au pair parce que c'était pour apprendre la langue. Parce que l'Australie, c'était le pays dont j'avais envie d'aller. Et en fait, un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, du coup, je pars en Australie. Et c'est comme ça. Et ils m'ont dit non. Et j'ai dit, ce n'est pas une question. C'est une annonce, en fait. Et c'est vrai que la réaction de mes proches, à l'époque, j'avais un copain, on est restés très longtemps ensemble, on est restés 7 ans ensemble, il l'a très mal pris. Surtout que je lui ai dit, je pars toute seule. C'était vraiment dans l'idée de me retrouver après vraiment des années plutôt compliquées. Et du coup, mes parents, ils m'ont dit non, ils m'ont dit, si tu veux aller dans un pays qui parle anglais, tu vas en Angleterre, etc. Mais tu pars pas. Et je leur ai dit, mon ticket, il est pris. C'est simple, c'est soit vous me soutenez, soit vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant 1 an. Ah bon, d'accord. Ouais. Des fois, il faut prendre le taureau par les cornes. Hein. Surtout si tu avais déjà tout prévu, genre parce que les filles au pair, faut trouver des familles pour ça. Faut genre, je sais pas, peut-être faire des appels et tout machin pour discuter avec eux, voir si le feeling passe. Enfin, là, j'avoue. C'est pas la loterie non plus, genre tu discutes un petit peu avec eux avant. Ouais, j'ai été quand même très chanceuse parce que je suis tombée sur une famille qui recherchait des au pair un peu sur le long terme. Et c'est vrai que je les ai trouvés 1 an et demi avant de partir, donc j'ai été vraiment chanceuse. J'ai fini mes études avec beaucoup de complications parce que mes examens ont dû être en avance, mais j'avais du coup mes professeurs qui étaient dans le... En fait, si tu veux, j'avais pris mes tickets pour décembre et j'ai raté une partie de mes examens qui devaient être repassés en janvier. Et je me suis arrangée avec mes professeurs pour les faire avant de partir. J'ai tout donné et au final, on a fait une soirée pour le départ. Ça a été un peu compliqué pour tout le monde parce que c'est vrai qu'à l'époque, mes parents, toujours pas dans l'idée de perdre leurs enfants. Tu vois, je suis la première dans la famille, etc. Je pars toute seule, je parle pas un mot d'anglais, etc. Et mon copain, du coup, avait pas forcément réalisé, tu vois, à l'époque que je partais. Il était plutôt dans le déni, du coup, c'est vrai que la soirée de départ... elle va pas vraiment partir, tu vois. C'est ça, la soirée de départ était compliquée. Et le lendemain, quand je me suis retrouvée dans le train, donc à Nantes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je branle ? Ah oui, je comprends. Qu'est-ce que je fous là ? Et au final, t'es dans l'aéroport, t'es dans l'avion et t'es arrivée. Ouais. Long quand même. Long.
Parce qu'il y a combien d'heures de vol? Déjà des escales pour aller jusqu'à Sydney, non? Je lui ai mis 17 heures, je crois, de vol. Ouais, pas mal. Une bonne grosse journée. C'était long, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu un renouveau pour moi, après les études que j'aimais pas, etc. Ouais. Et entre-temps, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je continue à faire mes photos sur Instagram. Ouais. Et en fait, ça a un peu... ça a marché, quoi. Ça a un peu plus marché qu'avant, et du coup, là, j'avais mon appareil photo. J'étais quand même assez libre au niveau de mes horaires de fille au pair. Et juste quand j'allais dans une nouvelle ville, j'y allais au culot, je trouvais des filles sur Instagram, j'envoyais un message, est-ce que tu veux faire un shooting? Je trouvais une make-up artiste, etc. Et c'est vrai qu'un des premiers shootings que j'ai fait, du coup, il était à Sydney, et c'est un de mes shootings préférés de tous les temps. Je parlais franchement 3 mots d'anglais, et on a réussi à se comprendre, et les photos sont trop belles, et la fille, elle a adoré. Et j'avais aucune pression de rien. Les réseaux sociaux, quand j'étais du coup en Australie, sur Instagram, il n'y avait pas de like en Australie. En fait, quand je suis passée de France à l'Australie, il n'y avait pas de like. Ouais, donc déjà, il y avait une différence d'utilisation des réseaux sociaux. Complètement une différence d'utilisation. Je me disais, quand est-ce que je poste? De toute façon, je m'en fous, j'ai 12 heures de décalage, donc je poste et puis on verra bien. Et au final, en fait, ça a hyper bien marché. J'ai eu énormément de gens qui me suivaient à ce moment-là, aussi parce que je racontais un peu ma vie dans mes stories. Moi, la première. Hein. Voilà, je me croyais drôle et tout. C'était très marrant, figure-toi. Donc voilà, et en fait, j'avais aucune pression, ni des réseaux sociaux, ni de rien. J'ai pas de concurrence, parce que du coup, je connais personne, je fais mes projets. Je sens pas cette pression sociale qu'on peut ressentir à Paris, par exemple, tu vois. C'est ça, je vais dans un nouvel endroit, tiens, le rocher, il est beau, j'ai envie de faire un truc ici, je trouve une modèle et tout. Et là, je me dis, putain, j'aime bien quand même, c'est cool de faire ça, faire ses propres projets personnels, et c'est trop important. Entre-temps, j'ai quand même eu 2-3 projets où j'ai été payée, rien d'extraordinaire, mais j'ai eu une commande, une fille en Australie qui a vu que j'étais là-bas, on s'est organisé un truc en Australie, je me suis fait payer. C'était sympa, mais du coup, mon anglais, c'est transformé, parce qu'on part de rien, on ne peut pas faire pire. Moi, j'ai ce problème-là aussi, je ne parle très très mal l'anglais, et je sais très bien que la seule manière que je pourrais avoir pour parler bien anglais, ce serait ça. Ce serait d'aller toute seule dans un pays et de juste me mettre en difficulté. C'est Parce ça. que si je ne suis pas en difficulté, c'est la facilité, en fait. Mon cerveau ne fera pas le pont. Il ne fera pas l'effort. Mais de toute façon, quand tu te retrouves dans une situation où il faut que tu dises des mots, en fait, tu vas retrouver des mots qui sont dans ta mémoire. Tu les as, mais elles sont pas dans la mémoire disponible. Donc je pense que oui, quand tu es en difficulté, ton cerveau déjà, il cherche pour t'aider. Déjà, au bout de la première semaine, quand j'ai été en Australie, tu vois, il fallait que je m'en sorte. Et j'avais mes applications, Google Traduction, mes trucs. J'avais même eu un truc à l'époque qui m'avait aidée. C'était un livre avec des images spéciales pour le voyage, tu vois, où en fait, dès que tu montres quelque chose, tu as juste à montrer l'image d'un taxi, brosse à dents, etc. Comme ça, si tu n'as plus les mots, tu montres, et ça aide, quoi. Ouais. Du coup, t'es partie 1 an. Je suis partie 9 mois et demi exactement, et ensuite j'ai dû rentrer parce que pendant cette année du coup de redécouverte de moi-même qui était géniale, franchement j'ai voyagé partout dans Australie. J'ai pas fait le nord, mais j'ai fait tout ce qui est Tasmanie, Melbourne, j'ai fait Perth et tout, c'était trop bien. J'ai fait peur. Perth, c'est le nom d'une ville en Australie. Parce que j'ai fait peur, je me suis dit, alors non. C'est pas français ça? Perth. Ok. Perth, c'est pour ça. Ok, mais t'as fait que le bas en fait. Ouais. De toute façon, il n'y a rien au milieu. Non, en fait, j'ai fait tout ça, si tu veux. Ok, ouais. Toute cette partie-là. Et le milieu. Parce qu'il y a le désert, du coup. Oui, parce que je me dis au milieu, à part le désert, il n'y a rien, genre. Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose au centre. Il fait trop chaud, tu vois. Si, il y a une ville qui s'appelle Alice Springs. Et c'est que du désert. J'aurais voulu faire un shooting. Elle est pile au centre? Ouais. J'aurais voulu faire un shooting, mais là, c'est plus compliqué de trouver des modèles. Il faut trouver des gens déter pour y aller. Ouais, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi le côté culture, tu vois, du centre de l'Australie qui est vachement sacré. Et pour moi, quand j'ai visité le désert, j'étais dans une espèce d'organisation de voyage sur une semaine que entre jeunes. Du coup, c'était trop bien. Et tu vois, on respecte vraiment les cultures de là-bas, des aborigènes, etc. Et du coup, tout était vraiment sacré, tu vois. Donc, je sais même pas si faire un shooting, ça aurait pu être intéressant. Il faut y aller une première fois et leur en parler. Pour revenir une seconde fois. En fait, il faut tâter d'abord le terrain, leur présenter pour qu'ils puissent te voir, pour leur montrer ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, histoire qu'eux ils soient rassurés et ils peuvent accepter. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de personne qui t'envoie un petit mail en mode je veux faire ça. Enfin voilà, ça leur parle pas. Et puis même ça fait peur. Si c'est un truc inconnu pour eux. Il faut respecter les cultures, tu vois. Il y a des endroits où tu peux pas faire de photos, ce genre de choses. Donc il vaut mieux être très renseigné si tu veux faire des photos là-bas. Genre être accompagné par quelqu'un qui va te dire oui, là c'est possible, là c'est pas possible.
là, ce serait bien, ça nous plairait, est-ce qu'on pourrait avoir une photo? Généralement, c'est un peu ça. Genre, moi, quand je fais des projets dans des lieux, on va dire privés, on me donne le droit d'aller à tel ou tel endroit et après on me dit est-ce que ça tu pourrais nous faire une petite photo de ça pour nous machin. Bah, avec grand plaisir en fait. Il y a pas de souci, hein. C'est vrai qu'en termes d'autorisation en Australie ça m'avait surprise, mais il y avait vachement plus d'utilisation de drones et à l'époque j'avais tout juste un drone et tu vois tu avais un plan avec les autorisations non tu peux prendre ton drone ici et tout. C'était juste pour le voyage, rien par rapport au shooting, mais c'est vrai que c'était intéressant. C'est vrai qu'après l'Australie, tu vois, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je rentre à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Ouais, genre, ouais, c'est pas infini, quoi. Tu peux pas rester en tant que fille. Est-ce que t'as pensé à rester en Australie, genre t'installer en tant que photographe en Australie et faire, faire du business là-bas, en fait, tout simplement, genre t'installer là? Je pense pas parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, je pense que j'avais pas assez de clients. Dans ma tête, j'avais pas assez de légitimité, tu vois, pour me dire, je veux être photographe, même si je suis intimement persuadée qu'il y aurait eu des opportunités. À un moment donné, j'ai reçu un mail pour faire des photos de concert. Mais je t'avoue que les photos de concert, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, donc tu peux pas faire un truc qui t'intéresse pas. J'aurais pu, mais je préfère laisser, tu vois, les photos de concert, tout comme les photos de grossesse, aux gens qui aiment ça, parce qu'ils feront du meilleur travail que moi. Et je préfère à la limite. Ils sont plus sensibles, c'est tout. Exactement. Et puis je préfère à la limite que quand il y a un travail plutôt autour de la mode, qu'on me le donne à moi. Tu vois, je travaille plutôt comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais en rentrant? Et du coup, après cet épisode de études de droit, avec mes parents, je leur ai redemandé de faire des études de photo. Ils m'ont dit non. En revenant? En revenant. Oh. Et même pendant, parce que du coup, il fallait que je trouve une solution. Et en fait, le deal qu'on s'est fait, l'alternative qu'on a trouvée ensemble, c'était une école de design. Ouais, du coup, donc plus vaste. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. J'ai appris la photo comme ça, mais en parallèle. Mais ça reste quand même des études artistiques, donc ça apporte toujours. Bah là, j'étais pas forcément persuadée, mais bon, de toute façon, il fallait que je rentre et que je fasse quelque chose parce que je me sentais pas de commencer à travailler directement après. Du coup, j'ai passé tous mes entretiens à distance. Et au final, du coup, j'ai été acceptée à Toulouse quand je suis rentrée. Le retour en France, ça a été très dur pour ma part parce que je me suis pas du tout retrouvée dans la culture française sur plein de points. C'est vrai qu'en Australie, les gens sont... Il y a un climat, en tout cas, de sécurité qui est installé, notamment dans les rues, etc. Notamment la façon de s'habiller. Il y a aussi le respect des gens. Je me suis retrouvée dans la sauce plein de fois en Australie. Et les gens ont juste une gentillesse d'aide qui est tellement présente que vraiment, quand je suis revenue, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Un autre exemple débile, mais les gens, ils marchent doucement en Australie. En France, on est des ravagés. Ouais, on va trop vite. Bah, surtout à Paris. On court. Non, mais je peux te donner 2 exemples en Australie. En fait, avant de partir en Australie, j'ai eu un bracelet Pandora où j'avais une perle de chacun des gens de ma famille, etc., pour me souhaiter bon voyage. Bah, figure-toi qu'un mois avant de partir, j'ai perdu ce bracelet. Et en fait, un jour, je rentre dans une boutique à Sydney d'un truc Pandora, je regarde et elle me dit est-ce que vous cherchez une perle? Et j'explique malheureusement, je peux pas, j'ai perdu mon bracelet. Elle me dit est-ce que vous avez une photo? Je dis oui, je lui montre. Elle me dit on peut vous refaire tout le bracelet gratuitement avec la photo. Ça aurait pu être une photo prise d'internet. La meuf, elle m'a pas posé la question. Ouais, tu vois, en fait, ils sentent pas. En fait, il n'y a pas de la malhonnêteté. Genre, c'est pas quelque chose de commun. Donc, ils se disent pas que tu peux être malhonnête. Mais pas du tout. Et si tu veux, moi, je comprenais pas. Je lui disais, mais je peux pas payer. Oui, voilà, non, mais c'est-à-dire. Si c'est un traquenard, c'est mort. Et en fait, elle m'a refait un bracelet. Bon, on n'avait pas toutes les perles parce que les perles étaient françaises, mais j'avais 5 perles et un bracelet que j'ai eu gratuitement juste en rentrant dans cette boutique. Ouais, en disant juste, écoutez, j'aimerais bien, mais je peux pas m'en reprendre. Et du coup, quand même, parce qu'il fallait que je paye quelque chose de moi-même, tu vois, pour la remercier, je me suis acheté une autre perle et un truc pour pas perdre mon bracelet, tu vois, que j'ai toujours. Et ça m'a vachement surprise. Je suis rentrée, je suis sortie avec un bracelet avec plusieurs centaines d'euros au poignet, juste avec une photo. Et ça, en France, tu peux aller te faire... Mais oui, clairement, en France, écoutez, vous l'avez perdu, c'est votre faute, quoi. Et j'ai eu aussi une autre... j'ai tendance à être quand même maladroite. Et je partage quand même pas mal ça dans mes stories. Il m'arrive toujours des dingueries. Et c'est vrai qu'une fois, du coup, en Australie, je pars en Tasmanie pour 2 semaines. Et en fait, sur le trajet du retour, notre vol a un retard de 6 heures. Donc, si tu veux, 6 heures, ouais, c'est beaucoup quand même. Et en fait, on nous fait ressortir de l'avion. Tu vois, on attend, on nous fait ressortir de l'avion. Et en fait, en ressortant, on nous dit qu'on va être changé de compagnie, etc. Donc, pas de problème. Donc, je retourne au point d'accueil à l'entrée. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas mon portefeuille.
Et en fait, je n'avais pas mon portefeuille dès que je suis rentrée à l'aéroport le matin. C'est juste que j'étais passée comme ça, j'avais juste mon ticket en fait d'imprimer et on m'a pas demandé de passeport. Du coup, alors moi, premier réflexe, je pleure. Alors je crois que je serais pareil. Il est, je sais pas, il est 8h du mat en Australie, je sais pas quelle heure en France. J'appelle mon père, papa, j'ai perdu mon passeport, je fais comment? Je demande à l'accueil, on me dit mais sans passeport vous êtes bloqué en Tasmanie. Je n'ai pas d'argent, j'ai ma famille qui m'attend, ma famille au père qui m'attend. Là, dans mon portefeuille, j'ai tout, quoi. J'avais du liquide, j'ai rien. Tu peux rien faire du tout sans ça. Pour te donner un exemple, du coup, j'appelle la police, j'appelle la dame avec qui j'ai fait mon tour en Tasmanie parce qu'on était dans un bus, etc. Je me retrouve à cet accueil d'avion, je pleure, vraiment. Et il y a une dame qui me serre la main et qui me dit « good luck, bon courage ». Et elle m'a filé 100 balles. Donc j'avais un billet de $100. Après, les 2 dames de l'accueil, elles sont restées avec moi tout le long pour m'aider à appeler la police. Au final, c'est la dame que j'ai appelée pour le bus de mon tour qui a retrouvé mon portefeuille entre 2 sièges. Elle a fait 1h30 de route pour me le ramener. Et la compagnie de vol m'a offert du coup tous mes vols que j'avais ratés parce que de la Tasmanie à où est-ce que j'étais, j'avais 4 vols. Du coup, j'ai raté mes 4 vols. Et ils m'ont tout offert. Une nuit d'hôtel, restaurant et tout. Et j'étais la pauvre petite en train de pleurer là. Et en fait, on m'a vachement aidée. Et pareil, c'est en France. Tu pleures. Mais ça n'arrive pas en fait. Les gens ne t'aident pas. Et c'est vrai que du coup, le retour, je me suis pris une grosse claque dans tu t'es pris la France, quoi. Ouais, ça a été dur. C'était dur le retour. Et ça a été un peu compliqué de m'adapter. Et les études de design, au final, ne m'ont pas forcément plu non plus. Et je me suis retrouvée du coup à toujours, dans chacun de mes dossiers, faire des trucs photos en fait. Et là, je commençais à avoir déjà des plus gros clients sur Paris, je faisais des allers-retours, etc. Selon toi, qu'est-ce que tu as appris ton séjour en Australie? Genre là, maintenant, avec le recul aujourd'hui, parce que peut-être que quand tu es rentrée, tu voyais juste la différence entre la France et l'Australie, en mode, comme tu disais, le changement. Mais est-ce que l'Australie t'a apporté quelque chose autre de voir une réelle différence entre les deux pays? Est-ce que professionnellement et personnellement, ça t'a apporté quelque chose? La chose que je retiendrai le plus, c'est qu'en fait, les choses, elles te tombent pas dans les mains. C'est-à-dire que quand j'ai dit à mes amis, quand j'ai dit à mon entourage que je partais en Australie, ou même quand j'étais en Australie, on me disait « mais t'as de la chance d'être en Australie ». Et en fait, rien n'est de la chance. C'est-à-dire que mon billet, je l'ai payé. Je me suis déplacée toute seule dans un pays que je connaissais pas. J'ai aussi pris des risques, c'est-à-dire que par exemple, j'ai perdu mon papy quand j'étais en Australie. Oui, donc t'as pu risque de ne pas être avec ta famille à ce moment-là. J'ai pas pu, faire le déplacement pour aller à son enterrement et j'ai jamais vraiment fait le deuil de ça, tu vois. Donc tout ce que j'ai eu en Australie, je l'ai vraiment provoqué de moi-même, tu vois. Tous les voyages que j'ai pu faire, tu veux un truc, tu travailles pour l'avoir, tu le fais. Les opportunités que j'ai pu voir, les modèles, je les ai contactés, tu vois. Et c'est vraiment un truc que j'ai gardé depuis. De toute façon, demain, c'est pas Dior qui va me contacter. Hello, Lucie, on te connaît pas, on te veut. Tu vois, tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Et du coup, ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Donc ça t'a appris le fait de pouvoir y aller au culot et démarcher et savoir que que ça ne tombera pas comme ça. Parce qu'en fait, avec les réseaux, on a toujours l'impression que c'est super simple. Genre, ça nous vient comme ça. Non. C'est vrai que le côté Australie, d'Instagram, ça m'a mis quand même une distance. Et pendant un moment, c'est vrai que je me comparais pas du tout parce que je suis tellement concentrée dans ton projet, dans ton kiff, dans ton moment, que peu importe ce que les autres ils font, je m'en fiche. Et en plus, ça se passe bien et les gens ils sont contents de voir ce que je fais et ils s'en foutent, tu vois, ça change rien. Oui, voilà, en fait, tu te parasites pas avec des pensées négatives qui peuvent justement t'empêcher de créer des fois, tu vois. Il y a eu des moments compliqués, tu vois, comme le décès de mon papy, mais aussi mon anniversaire. Par exemple, je suis née le 13 février et tu vois, les messages d'anniversaire de ma famille, je les ai reçus à 19h en Australie, tu vois. Ouais, donc t'as passé toute la journée d'anniversaire avec pas de message, tu vois. C'est pas forcément les messages, mais c'est vrai que c'est les moments où t'as envie d'être entourée et tu l'es pas, t'es entourée de 2 enfants qui hurlent partout et qui te font ranger leur Lego, quoi. Super. Mais oui, je vois, il y a un genre de décalage. Surtout si toute ta famille est en France, même s'ils ont dû peut-être te souhaiter ton anniversaire quand même en Australie. Oui, bien sûr, mais je regrette c'est pas pareil, du tout. C'est sûr. Du coup, après ton retour en France, du coup, tu as expliqué que ton école de design, ça c'est pas... En gros, ça te plaisait pas, quoi, grosso modo.
Non. Ça te plaisait pas parce que c'était pas ce qu'on t'avait vendu ou juste ça te plaisait pas? Bah, en fait, le deal avec mes parents, on s'était dit que ça allait m'ouvrir des portes, mais en fait, je vois pas du tout en quoi ça m'ouvre plus de portes. Ouais. Et c'est vrai que l'avantage que cette licence de design m'a apporté, parce que du coup, je l'ai fini, ça m'a permis d'aller vers un master qui m'intéressait du coup à Milan. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, pareil, j'ai un problème de légitimité, je pense, parce que j'ai du mal à me sentir légitime, à me lancer à 100%. On peut le voir hein, depuis le début de mes études, très clairement. Et là, c'était du coup un master photographie de mode. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pour être tout à fait honnête, j'hésitais avec les Gobelins. Ouais. Sauf qu'en termes d'argent, du coup, mes parents m'ont dit clairement qu'ils ne m'aideraient pas à payer ces études. Et les 2 études sont payantes. Et j'ai la solution à Gobelins à 30 000 € ou mon école à Milan à 12 000 pour 1 an. Du coup, donc un master en 1 an. C'est ça. J'ai fait pareil moi aussi. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir ma mamie de mon côté qui m'a avancé l'argent. Je suis actuellement endettée en train de la rembourser. C'est déjà mieux qu'un prêt à la banque. C'est ça, exactement. Exactement. Et en fait, je me suis dit, bah, la France, ça ne me plaît toujours pas. Surtout que je sortais vraiment d'une période encore très, très compliquée avec le Covid. J'ai été diagnostiquée en dépression. Ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et du coup, je me suis dit, bah, comme l'Australie, encore un renouveau, on se casse. On se casse, ouais. Et là, c'était en plus l'occasion de faire de la photo du coup à 100%, dans des études, avec un diplôme. Du coup, c'était censé me donner une crédibilité. Donc, même, t'apprends plein de choses aussi. Parce que moi, tu vois, j'ai pas fait d'études de photo, j'apprends tout sur le terrain. Là, du coup, on doit t'apprendre des choses qui se font dans ce monde-là. Non, même pas. Bah, tu as appris quoi pendant cette année-là alors bah, en fait, je pense que je m'en attendais beaucoup et en fait, je me suis retrouvée à faire ce que je faisais déjà. C'est-à-dire, tu vois, des projets avec des designers, tu as un projet en tête et tu le recrées. Et là, c'était un peu pareil. Mon école, c'est pas une école technique de photo. Mon école, c'est une école de mode. Ouais. Du coup, si tu veux, on avait un thème, admettons, je sais pas... dehors, le thème ou garçon ou j'en sais rien. Et en fait, tu essayes de faire toute une DA autour de ça, de créer un truc, tu es quand même limité, tu vois. Et tu crées un shooting et à la fin de chaque mois, tu dois remettre un nombre de photos, tu vois. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Mais si tu veux, ça, je le faisais déjà. Ouais, ça t'oblige à créer. Après, moi aussi, dans mon école d'art graphique, enfin design, en fait, l'école, c'est bien, tu fais les projets qu'on te demande. Mais en fait, si tu veux vraiment te créer un truc, faut savoir créer en plus à côté, en fait. Mais toi, du coup, tu faisais déjà ça. Bah, moi, je faisais déjà ça, c'est vrai. Je vais pas cracher quand même dans la soupe. Hein. J'ai appris le studio parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait quasiment que mes shootings à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai que j'ai appris tous les différents types de lumière, travailler en studio. Mais c'est toujours pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Oui, mais je préfère les shootings à l'extérieur. Tu sais comment l'aborder si on te le demande. Aussi voir le travail des autres photographes. C'est vrai que j'ai un point de vue artistique un peu tranché généralement. Je peux te dire très facilement ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et c'est vrai que j'ai mon point de vue sur l'image de la femme ou comment je prends mes photos qui est tranché également. Et j'ai rencontré une copine là-bas, j'ai plusieurs copines, hein. Mais une particulièrement m'a fait changer mon point de vue de l'image de la photo de mode parce qu'elle a un point de vue très artistique et minimalistique. Et moi j'ai tendance à être un peu dans le too much, tu vois, ce genre de choses. Donc ça a fait évoluer ton œil, quoi. Ça a vraiment fait évoluer mon œil et j'aurais pas parié dessus, tu vois. Parce qu'au début, limite, j'aimais pas du tout son travail et en fait, mon œil, je me disais, ah ouais, c'est pas mal, ah mais tiens. Oui, en fait, même si sur le global, t'aimes pas tout, il y a toujours des petites choses à prendre aussi, tu vois. Bah là, c'est beaucoup de choses parce que c'est vraiment la façon de faire poser les modèles. On est les deux opposés, tu vois, la façon d'utiliser son espace. Tu vois, moi, je vais avoir une modèle au centre, elle va être complètement sur le côté et elle va voir la moitié du visage, tu vois. Enfin, c'est vraiment... c'est une démarche. En fait, c'est carrément une démarche, un œil complètement différent. Et le fait de croiser plein de on va dire, d'œils différents, ça te permet, toi, d'enrichir ta propre culture et ton œil. C'est sûr. Et surtout, là, quand j'étais à Milan, en dehors de l'école, tout comme la leçon que j'avais retenue de l'Australie, des choses ne te tombent pas dans les mains, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Et en fait, juste à côté de chez moi, j'avais une agence de modèles. Et un jour, je suis arrivée avec mon CV et je leur ai dit bonjour, je suis photographe, j'aimerais prendre en photo vos modèles. Et ils m'ont dit oui. Et dès le lendemain, je faisais des photos pour leurs modèles. Genre en shooting test? Ouais, c'était clairement un shooting test. J'en avais jamais fait avant et ça s'est très bien passé, donc j'étais pas payée. Hein. Et en fait, au bout de 3 mois, ils m'ont proposé un petit travail pendant la Fashion Week. Donc, durant la Fashion Week de Milan, ils avaient besoin d'un photographe pour faire les photos Paula de tous leurs modèles et d'apprendre un peu sur le tas le travail de booker. Et j'ai été payée.
et c'était une super expérience. Ok. Et du coup, c'était vraiment la première fois que je travaillais pour la Fashion Week avec une agence de modèles. Du coup, ça m'a permis de comprendre, notamment au niveau de la mode, voir quel modèle est sélectionné pour quel pays, parce que les marchés sont différents, Oui. quel type de shooting ou quel type de photos les marques vont regarder. Par exemple, Armani, il va regarder un tel type de modèle pour un tel type de photo, etc. C'est un peu particulier. Ouais. Et du coup, j'ai appris énormément dans mon agence, beaucoup plus que dans mon école, sur le monde de la mode en général. Oui, parce que tu as fait un truc à côté de l'école. C'est ça. C'est ça. C'est le plus important en fait. Faites des études, mais faites des trucs à côté. C'est ça qui va vraiment apporter quelque chose en plus dans ton profil en fait. Mais du coup, c'est quoi bookeuse? Ça m'intéresse, alors, je sais pas ce que c'est. Le travail de booker, tu vois, c'est quand tu as une modèle qui vient dans ton agence, que tu décides de représenter dans ta ville, entre guillemets, ou dans ton pays, et qu'en fait, tu vas démarcher les clients ou répondre à des demandes de clients pour des castings et proposer ta modèle. Et en fait, les bookers, c'est des gens qui ont beaucoup de contacts avec des directeurs artistiques, des directeurs d'agence, directeurs de casting, tout ce que tu veux. Et par exemple, ils vont dire, bah, telle personne, je sais pas, je cherche campagne pour... Armani, admettons, je cherche tel type de modèle et toi tu vas proposer tes modèles de ton agence parce que tu penses qu'elles correspondent et tout machin. C'est ça. C'est ça un booker, c'est vraiment démarcher, c'est répondre, c'est du coup faire vivre un peu ta modèle quand elle est sur place, c'est donc trouver des clients mais aussi trouver des photographes pour faire des tests shooting parce que c'est hyper important d'avoir du coup une modèle qui a une diversité dans son book. Ouais. C'est ça, mais aussi du matériel hyper régulièrement parce que tu as des clients qui vont dire bah, moi je veux voir à quoi elle ressemble maintenant. Tu vois. Et ça aussi, c'est un autre truc qu'on a appris du coup, sur le tas avec mes copines quand on a organisé du coup, des projets que j'ai jamais arrêté de faire. Et qu'en fait, tu demandes à une agence de prendre une de leurs modèles et on t'envoie le book. Mais le book, ça n'a rien à voir avec les polas. C'est-à-dire que les polas récentes, ça te permet vraiment de voir à quoi ressemble la modèle. C'est-à-dire que moi, j'ai été intéressée par une modèle avec les cheveux longs sur son book qui avait les cheveux complètement courts et blonds sur le pola. Donc c'est vraiment, maintenant, je recommande à tous les photographes, si vous demandez des modèles à des agences, demandez les polas d'abord parce que ça n'a rien à voir. Ouais, tu peux avoir des petites surprises en mode... Ah bah comment ça... Surtout, franchement, les books, c'est joli, mais ça... Mais ça ne représente pas toujours, en fait. C'est au global, en fait. Le pola, ça va être le... Bah, tu vas voir à quoi ressemble la personne à l'instant T, quoi. Exactement. Mais du coup, les agences, ils pensent pas forcément à dire au photographe en mode « Elle est plus comme ça, hein !» Non. Parce que je sais pas, moi, je le dirais en mode « maintenant, elle est blonde, hein !» Ils le disent pas du tout parce que... Enfin, là, moi, j'ai travaillé dans une boutique, donc c'est différent d'une agence. Tu vois, ils ont moins de modèles et en fait, ils présentent les modèles un peu différemment. Mais tu vois, par exemple, je pense qu'ils avaient une 50aine de modèles, tu vois. Elles ne sont pas toutes en ville. Tu as celles qui sont donc in town et celles qui sont du coup dans leur propre pays. Il faut toutes les manager en même temps, toutes les gérer en même temps. Donc tu vois, s'il y en a une qui se coupe les cheveux, ils vont pas forcément, c'est pas vraiment la chose à laquelle ils vont penser, tu vois. Oui, parce qu'en fait, même quand elles se coupent les cheveux, après ça doit dépendre des pays, mais elles doivent demander à leur agence. Normalement, oui, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Oui, il y a des gens où elles sont juste libres en fait. Bah même pas, elles ont pas le droit, mais elles le font quand même. Ça m'est arrivé, je devais prendre une photo avec les cheveux très courts bouclés. Elle est arrivée avec une perruque, maintenant pas comment, mais une espèce de perruque noire, cheveux longs, enfin franges. Bah faut enlever la perruque. Bah, je sais pas ce que c'était exactement, mais elle est arrivée mais complètement différente de ce qu'on s'y attendait. Enfin, personne l'a reconnue quand elle est arrivée dans l'agence, tu vois. Donc ouais, c'est un peu étrange parce qu'en fait elles peuvent perdre beaucoup de choses parce qu'en fait si le client il la voit comme sur son pola et qu'elle n'est pas pareille, tu peux vraiment du coup perdre le client, perdre ton agence et après j'allais pas dire que ça circule ton nom, tu vois, parce qu'il y a tellement de gens, mais après t'es peut-être répertorié comme pas fiable, tu vois, je sais pas comment dire, mais les modèles je sais pas en fait parce qu'il y a tellement de gens, ça tourne, mais juste si l'agence veut plus te représenter déjà et que tu vas sur une autre agence, tu dis bah t'es chez telle agence, je sais pas pourquoi t'es partie. Ouais, parce que toutes les agences elles parlent entre elles. Bah, généralement c'est pas vraiment, tu vois, sur couper les cheveux ou quoi, à la limite ça arrive, mais c'est vachement sur l'attitude des modèles, tu vois. Ouais, comment elles sont sur le shooting, être en retard par exemple, c'est vraiment un truc qui passe pas du tout. Enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi même des photographes qui sont blacklistés. Mais ça m'étonne pas non plus. Hein. Je peux te donner un exemple de choses qu'il faut faire hyper gaffe. Si tu as des projets personnels et que tu travailles avec un styliste, par exemple, qui ramène des vêtements de marque, tu vois, il prend 8 différentes marques en collab. Si tu fais ce projet-là et qu'en fait, l'agence n'est pas au courant qu'il y a des marques qui ont participé, l'agence peut te demander de l'argent
Parce que c'est Parce que considéré c'est comme de une la pub. campagne gratuite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que quand c'est un projet perso, que tu dis, ok, la styliste, elle crée ses propres vêtements, donc c'est ses créations. En fait, il faut le dire déjà. Exactement. Ouais. Parce que des fois, quand en fait, tu crédites tous les créateurs qui sont sur les tenues, mais du coup, vu qu'il y a plusieurs créateurs, c'est pas une pub pour un seul. C'est ça. Vaut mieux qu'il y ait plusieurs marques, en fait. C'est de la pub gratuite. Et ça dépend encore. Ça peut marcher si ton agence, c'est pas ton agence principale, etc. Ouais. Enfin, Après, il faut être juste transparent, faut le dire, quoi. C'est ça. Le seul truc que j'aurais à dire là-dessus, c'est que vu que c'est des shooting tests, tu peux pas... Moi, mes projets, des fois, je les organise, mais longtemps en avance. Et le truc, c'est que les dispos, c'est 2 semaines avant. Quoi. Ah oui, je sais. Donc moi, il me faut des... En fait, quand je veux faire mes projets qui me coûtent de l'argent ou je vais plus loin, je débourse de l'argent. C'est pas pour changer de modèle au dernier moment. Et du coup, ça va être ça qui me retiendrait de faire plus de choses avec des agences. Dans ce cas-là... Faut juste que niveau temps, ce soit plus court, quoi, pour moi. En fait, c'est parce que les clients, si tu veux, quand ils ont un job, ils vont valider la modèle peut-être la veille au soir. C'est pour ça, oui, non, mais c'est normal. Je sais, moi, quand je travaillais avec mon agence à Milan, ils me demandaient que je demande la veille, tu vois, ou 2 jours avant. Donc je comprends. Mais du coup, ce que je te recommande, c'est en Allemagne. Si tu prends des modèles d'Allemagne, c'est pas la même chose parce que les clients, ils réservent vachement en avance. Eux, ils savent directement ce qu'ils veulent. Ils connaissent leur planning. Ouais. Du coup, c'est plus facile de booker tes modèles parce que du coup, leur planning est déjà fait mois à l'avant. Alors surtout que nous, c'était un dimanche. Enfin, on a fait exprès de mettre ça un dimanche. On s'est dit comme ça, il y a plus de chances que ce soit dispo. On a eu le dimanche. C'était très bien. On était contents. Mais du coup, c'est ça qui me... En fait, je me dis, j'ai envie de faire plus de shooting test parce qu'en fait, ça permet d'avoir des modèles quand même vachement hyper expérimentés, ça t'apporte beaucoup. Mais encore une fois, si tu demandes à faire des tests shooting avec les agences, c'est plus simple, sauf qu'ils vont te donner des modèles moins intéressants. Oui, aussi. Ils ont toujours un package de modèles qui sont disponibles, mais du coup, tu vois, si tu décides de mettre la modèle de côté tout le long de ta recherche de projet et que tu demandes 3 jours à l'avant, 2 jours à l'avant, tu vas avoir un plus gros package de personnes disponibles, tu vois. C'est normal, parce que moi, j'aime bien... En fait, je suis inspirée par une personne aussi, donc du coup... Je suis d'accord. Je suis là en mode... Je suis bien d'accord. C'est pas un objet, tu vois. Moi, c'est ce que dégage la personne à l'image. Et si je change au dernier moment que ça n'a rien à voir, ça va me gêner, quoi. Je vais être là, non. Ouais, je comprends. J'ai pas mis de l'argent dans ce projet pour que ça change au dernier moment. Donc ça va être ça. Ou bien, il faut prendre directement contact avec des modèles et discuter avec elles. Mais elles, pareil, elles doivent demander à leur agent dans tous les cas. Ou alors des modèles sans agence, t'as pas de problème. Aussi, il y en a aussi. Et encore, tu sais pas si elles peuvent être appelées pour un job ce jour-là. Aussi, mais non, mais de toute façon, c'est toujours pareil pour les photographes. Tu peux avoir un job au dernier moment aussi. Mais oui, en fait, les collaborations, c'est plus t'as de personnes, plus c'est dur à organiser. Moi, en tout cas, c'est vraiment un problème, quoi. Un problème, non, mais c'est un métier d'organiser, de faire de la prod. Mais j'aime bien faire ça, donc ça va. Je suis d'accord. Mais je veux faire ça avec des gens qui sont aussi motivés que moi, parce que si tu me réponds pas pendant 2 semaines, alors que je t'ai fait 3 updates... non. À un moment donné... Mais c'est une belle partie du métier, je trouve, de faire la DA, de construire un projet, d'avoir des gens, une team et tout. Pour moi, c'est vraiment le travail de groupe, ça montre ce que tu peux faire en termes de prestations ensuite, en fait. Le monde de la mode est-il aussi bien que tu l'imaginais ? Oui et non, parce que je pense qu'il y a des opportunités et c'est un monde qui, pour ma part, me passionne. Genre, quand j'ai eu accès à des défilés... plus ou moins légalement, en rentrant plus ou moins par effraction. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai trouvé que ce monde-là, il est un peu... C'est vrai qu'il est très exclusif, mais tu vois, faire face à toute la DA de comment est créé un défilé, je trouve ça incroyable et hyper passionnant. Tu vois, dans quel line-up, en fait, dans quel sens les modèles elles défilent, pourquoi c'est la première, pourquoi c'est la dernière, pourquoi telle création est présentée en premier, pourquoi telle création en dernière, pourquoi telle musique. Et vraiment, ça dépend de chaque endroit, de chaque défilé, de chaque marque, et c'est trop intéressant de voir ça. Le côté en fait que je connaissais mais que je m'imaginais pas autant, c'est le côté un peu fake en fait. Parce que pour me faire ma place à Milan, j'ai travaillé avec des influenceurs. Tu vois, par exemple, on s'est retrouvés à faire des photos devant une grande marque le jour du défilé alors qu'elle n'avait pas d'invitation. C'était juste pour dire je suis habillée en telle marque et je suis au défilé alors qu'on ne rentrait pas, tu vois. Et il y a aussi le côté... j'ai été invitée à un événement, c'était vraiment mon premier événement de mode où j'ai été invitée en tant qu'artiste, donc c'était trop bien. Et je sais pas ce que je foutais là, autour de toutes ces influenceuses. C'était la première fois où j'avais une robe confectionnée pour moi, donc robe de designer. T'es là. J'étais trop contente parce que tu vois, je suis un peu comme ça, j'aime bien les belles robes, etc. Ah oui, donc ça te correspond, tu vois. Et je me suis déguisée. On était 8 à avoir une robe confectionnée. À un moment donné, on s'est retrouvés à faire des photos, tu vois, pour les réseaux sociaux. Et moi, j'étais vraiment
comme ça, à grand sourire, alors que toutes les influenceuses à ma droite, elles posaient, et oui, à droite, à gauche. Et vraiment, je sais pas ce que je foutais là. Il y avait des influenceuses qui se prennent en vidéo en train de danser à côté du DJ, et hop, elles vont s'asseoir tout le reste de la soirée, tu vois. Ok, oui, bah ouais. Donc je dirais le monde de la mode, c'est plus dur que ce que j'imaginais sur plein de points. C'est plus fake, c'est quand même plus exclusif, mais il y a quand même beaucoup de positifs quand même. Il y a du positif parce que moi je trouve ça passionnant, mais je comprends que pour certaines personnes, moi je vais dire à maman, oh mon Dieu, je suis rentrée au défilé de D-Squared, elle va me dire, t'as mangé quoi ce soir, tu vois. Oui, voilà. Alors pour moi c'est un truc de ouf. Ouais, je vois. Oui, en fait l'approche n'est pas la même en fonction des gens et la sensibilité en fait. C'est ça. Si tu avais des conseils à donner pour une personne qui se cherche, qui pense que le voyage peut l'aider dans sa, entre guillemets, sa voie professionnelle et que, un peu comme toi, genre, à des proches qui ne sont pas d'accord avec le projet initial, enfin celui que tu as en tête à la base, quel conseil tu auras à donner du coup? Alors c'est simple, je pense que quelle que soit la décision que tu prends au final de partir, de ne pas partir, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Tu pars, oh c'est pas bien, machin, tu laisses ta vie de côté, tu perds des opportunités. Tu pars pas, comment ça tu pars pas, pourquoi t'es pas parti, il faut que tu changes ta vie, etc. Les gens ils prendront pas de décision à ta place. Ou alors tu as une chance sur un million que tu gagnes un concours pour voyager. La vie ça marche pas comme ça. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu vois, moi par exemple, je me laisse une date limite pour voir si j'arrive à marcher sur Paris. Et si ça marche pas, et oh non, tu vas repartir. Putain, je me casse. Super. Je pense que ça fera un pied à terre ailleurs. Écoute, voilà, je sais pas si la France ça me correspond après tous ces voyages en fait, parce que tu vois, je suis née en France, etc. Je suis française et c'est vrai que j'ai l'impression, surtout à Paris, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Mais j'ai l'impression que être dans un autre pays, pour ma part, je me pousse plus moi-même. J'ai l'impression que quand je suis en France, je reste un peu sur mes acquis. Je suis française, je suis censée avoir plus facilement ci, cela, machin. Et tu vois, par exemple, à Milan, je me suis bougée de moi-même, en dehors de mon école, dans une agence qui parle pas français, tu vois, bon, qui parle en anglais, mais ils auraient pu ne pas parler anglais. De moi-même, trouver mon travail, proposer mon CV, etc. Plus me pousser. J'ai l'impression que je me pousse plus moi-même. Quand je suis pas dans la zone de confort de la France. Ouais, je pense qu'en fait, à partir du moment où je suis dans un autre pays, je suis pas dans ma zone de confort et en fait, j'ai des ailes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est qu'en fait, en France, tu es plus conditionné à rester justement sur du confort, sur les acquis, grosso modo. Et en fait, dans les autres pays, tu veux... tu y vas plus au cul, quoi. Genre, tu prends plus de décisions, grosso modo. Ou des décisions plus importantes. C'est ça. On va dire. Et un conseil à donner que je n'applique pas du tout. Oui, il y a peut-être des gens qui l'appliqueront. Voilà. Et que ça fait du bien, en fait, de s'en rendre compte, tu vois, c'est de ne pas oublier de regarder derrière soi. Parce que j'ai toutes les expériences négatives qui se sont passées, j'ai toujours eu du mal à me dire, purée, ça m'a apporté quelque chose au final. Par exemple, mes études de droit, ça m'a apporté quand même de savoir pas mal de choses par rapport au droit à l'image, tu vois. Ouais. Prenons quand même le côté positif. Ouais. Parce que moi, je me renseigne là-dessus et tout, machin, avec des juristes, mais c'est parce que justement, c'est pas mon métier. Exactement. Et du coup, je sais pas. Et tu vois, de regarder derrière sur quoi je suis partie le premier jour où j'ai fait mes études de droit à aujourd'hui, il y a un monde, tu vois. Et pourtant, demain, je me dis, je veux travailler pour Gucci, par exemple, tu vois. Alors que j'oublie de regarder derrière, Au début, j'étudie du droit, quoi. Ouais, voilà. Non, mais au début, je sais pas ce que je foutais de ma vie. Tu vois, je prenais des photos de mon chat et des fleurs. Jamais je me suis dit je serais photographe. Jamais je me suis dit je partirais en Australie 1 an, ni à Milan. Et là, je me demande déjà, c'est quoi ma prochaine destination? Où est-ce qu'il faut que je retourne? T'es pas obligé de rester à Paris tout le temps. Tu peux vraiment faire des passages aussi. Ça peut être des périodes, justement, en fonction du travail. Parce que regarde, les modèles qui sont présentés par plusieurs agences et voyagent dans plusieurs pays et restent 3-4 mois dans un pays, 3-4 mois dans un pays. C'est ça. Ça peut être aussi un rythme qui peut te plaire à toi parce que du coup, ça te permettrait de renouveler et de jamais justement t'asseoir sur tes acquis, entre guillemets, tu vois. Jusqu'ici, c'est ce qui se passait. Je revenais sur Paris uniquement pour le travail dès que j'avais un travail, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit là, on va essayer et on verra. De rester un peu à Paris. On verra ce qui se passe. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter? Alors, un conseil et une anecdote ensemble, parce que c'est le mot que j'ai dit à mes copines toute l'année dernière durant mes études à Milan. Fake it until you make it. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que l'année dernière, du coup, durant mes études à Milan, on avait un thème où on devait choisir une marque et je décide d'organiser un shooting autour de Alexander McQueen.
où en gros tu fais toutes les études de la marque, etc. Tu sais, de faire un shooting, je réalise ce shooting. Et en fait, il se trouve que quasiment 1 an après, du coup, je me suis retrouvée après plusieurs contacts et opportunités. Je me suis retrouvée à être au défilé de Alexander McQueen et du coup de voir Naomi Campbell en face de moi. Et ça a été un peu un fake it until you make it. Et c'était vraiment une sensation particulière. Et en fait, je me retrouve dans cette expression sur plein de petits projets. Et ça m'aide à avancer sur plein de choses. L'expression, du coup, ça veut dire en français quoi? Fais semblant jusqu'à ce que ça t'arrive en vrai. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, en fait, en gros, il faut que tu sois persuadé que ça va se passer. Du coup, tu t'en persuades et ça va vraiment se passer ensuite, tu vois. Bah là, pour le coup, c'était juste organiser un shooting. Et en fait, 1 an après, je me retrouve à être au défilé de Alexander McQueen. Et du coup, c'était un petit clin d'œil, en fait, sur comment la vie est bien agencée. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien agencé. Il faut juste y croire, en fait. C'est ça le plus important, j'ai envie de dire. Bon, bah, du coup, merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Bisous!